On a tellement normalisé le fait de boire de l'alcool que quand on n'en boit pas, il faut forcément qu'il y ait une raison derrière. La pression sociale, elle est folle. On n'accepte pas et on n'admet pas de pas boire parce que ce serait un peu refuser une partie de l'identité française. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Elle ambitionne de révolutionner la convivialité. J'ai invité ce matin Sarah Missaoui, bonjour et bienvenue. Bonjour. Fondatrice de Déjà Bu, cave et bar sans alcool à Paris, pionnière en France du sans-alcool. C'est ça. Consultante en sans-alcool, donc ça aussi ça ne s'invente pas, et auteur de Le guide du sans-alcool chez Marabout, l'art de trinquer autrement. Comment est-ce que vous définissez votre métier ? Aujourd'hui, je dirais que je suis là pour démocratiser les bonnes boissons sans alcool, le mieux boire. Donc je suis un peu une initiatrice, je dirais. Je disais pionnière parce qu'effectivement, quand vous avez commencé, vous n'étiez pas très nombreux, même si depuis en France... Bien sûr. Quand je commence en 2023, février 2023, on est 2, voire 3 en France. Aujourd'hui, il y a une trentaine de lieux dédiés au sans-alcool. Après, la particularité, c'est à Paris et en province. Oui, à Paris et en province. Et à La Réunion, et maintenant en Guadeloupe, je crois. Enfin voilà, ça s'étend. Mais dès le début, ma volonté à moi, je dis initiatrice, c'était vraiment de faire vivre une expérience à chaque personne qui entre chez Déjà Bu. Du coup, la particularité de mon lieu, c'est qu'on a à la fois une cave, donc on vend des bouteilles à emporter, mais on a aussi un bar sans alcool. C'est le premier bar de France. Et donc, on peut venir chez Déjà Bu et boire un cocktail, un verre de vin, une bière sans alcool et découvrir ces boissons sans alcool. Un bar sans alcool, il faudra qu'on m'explique pourquoi. Et ça, c'est une question à laquelle vous avez dû répondre des centaines de fois. Parce que je ne me reconnaissais pas dans les bars classiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va dans un bar traditionnel et qu'on ne boit pas d'alcool, on a le choix entre une eau pétillante, un soda ultra sucré ou un thé. Et en fait, c'est pas très qualitatif. Quand on voit la carte des alcools qui est à rallonge et quand on voit la carte des softs, on se sent pas considéré. Et du coup, dans un bar sans alcool, on a une carte aussi longue que dans un bar classique et on peut tout boire. Et le fait d'avoir du choix, ça change tout. Mais pourquoi avoir besoin d'une carte alors qu'on a du coca et du jus de pomme ? Parce que pour moi, c'est pas une proposition. Pour moi, c'est très infantilisant. Boire du coca, il y en a à qui ça fait plaisir, et tant mieux. Par contre, moi, c'est pas le cas. Quand on regarde attentivement ce que c'est que le coca, c'est une liste de mots qu'on comprend pas. Et quand je dis des mots, je suis gentille, c'est plutôt des sigles. C'est du sucre. Une canette de coca, c'est 35 grammes de sucre. J'ai pas envie de faire ça à ma santé. Je prends pas de plaisir à boire un coca aujourd'hui. Donc non, c'est pas un choix. Évidemment, ma première idée quand j'ai découvert le sans-alcool, ça n'a pas été d'ouvrir un bar sans alcool, ça a été de demander au bar autour de chez moi pourquoi ils ne proposaient pas ces boissons. Et en fait, tout le monde m'a rayonné, personne n'y croyait, donc je me suis dit, ok, pas de souci, je vais le faire. Alors, comment est-ce qu'on définit le sans-alcool ? Quand on parle de sans-alcool, on parle de quoi ? Alors, on parle surtout pas des sodas, du coca et des jus de fruits. On parle de boissons qui ressemblent ou pas à de l'alcool. C'est-à-dire on parle de vin désalcoolisé, on parle de bière sans alcool, on parle de spiritueux sans alcool, on parle de cidre, de pastis, on parle un peu de toutes ces boissons alcoolisées qui existent maintenant en version sans alcool. Et puis après, il y a tout un autre pan de boissons plutôt naturelles qui existent depuis des siècles, si ce n'est des millénaires, comme les kombucha, les kéfirs, les infusions de plantes, les thés. L'idée, c'est toutes les boissons qui ne sont pas des sodas et des jus de fruits qui peuvent nous apporter du plaisir et qui ne contiennent pas d'alcool. Voilà, quand on parle de sans-alcool, on parle de tout ça. Oui. Voilà, de tout cet univers, en fait. De toutes ces boissons. On ne s'arrête pas à un jus de fruits ou un soda comme beaucoup de gens le pensent. Alors, chez vous, ça a démarré par un gin tonic. Et vous expliquez qu'un gin tonic sans alcool a changé votre vie. Alors, je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a une décision de la Cour européenne qui dit qu'on ne peut plus appeler gin quelque chose qui n'a pas au moins 37,5% d'alcool. Oui, alors en ce moment, il y a toutes les juridictions qui sont en train de s'agiter. On sent que les juridictions se protègent, en tout cas les appellations.
C'est ça, mais comme ça a été le cas pour le lait ou pour les steaks végétariens qu'on n'a plus le droit d'appeler steak, donc en ce moment il y a tout un panel de lois qui sont en train de sortir pour nommer les produits. Après, dans la vie courante, quand on entre chez Déjà Bu, un client me demande est-ce que vous avez du vin sans alcool, même si on n'a pas le droit de dire légalement vin sans alcool. Donc c'est en train de changer. Comme champagne sans alcool. Champagne sans alcool, ça n'existera jamais. Pour le coup, mais c'est même pas qu'on peut pas le dire, c'est que ça n'existera pas. Ça n'existera pas. Pourquoi parce que le champagne, déjà ça a une appellation d'origine protégée, donc il faut que le raisin vienne de Champagne pour être un champagne alcoolisé, j'entends. Il faut que la bulle se fasse naturellement par une fermentation. D'accord. La bulle champenoise. Ouais. Dans le sans alcool, on peut pas créer de bulle naturellement grâce à la fermentation. Donc on pourrait pas désalcooliser le champagne. Non, je pense pas. Ça serait plat. Et puis de toute façon, je pense pas que ce soit possible et je pense pas que le nom pourrait être conservé après la désalcoolisation. Mais c'est sûr que dans le langage courant, quand les clients entrent, encore une fois, on me demande du champagne sans alcool, du gin sans alcool, etc. Après, pour revenir sur la petite histoire du donc, gin. Donc, gin, vous buvez ce gin tonic sans alcool, qu'est-ce qui se passe ? Il faut savoir qu'à ce moment-là, je suis journaliste, donc je suis un peu de l'autre côté là. Et quand on découvre quelque chose comme ça, c'est la première fois que je bois une boisson pareille où en fait à l'apéro je me sens respectée quoi. J'ai un joli verre, des glaçons, une petite branche de romarin et une boisson désaltérante, rafraîchissante et hyper agréable à boire avec du goût et pas chargée de sucre. Je me dis waouh, c'est génial. Et vous étiez où ? J'étais chez des amis. Ah oui, c'était amis qui même consomment de l'alcool. C'était pas à l'extérieur, en fait. Non, parce qu'en fait, à ce moment-là, vraiment, on n'en trouve nulle part. Donc, des amis qui consomment de l'alcool, qui trouvent ça chez un épicier et qui se disent « Ah, c'est marrant, j'ai jamais vu ça ». Et ils l'achètent. Ils savaient que j'allais venir pour boire un coup chez eux. Ils savaient que je consomme pas d'alcool. Et du coup, ils m'ont proposé ça. Et moi, vraiment, à ce moment-là, je me dis, mais c'est génial, je veux ça chez moi. Donc, mon premier réflexe de journaliste, c'est de chercher où est-ce que je peux acheter cette bouteille, d'où ça vient, comment c'est fabriqué. Je me dis, tout de suite, j'ai plein d'idées en tête. Et le premier réflexe, donc en plus de chercher à acheter la bouteille pour chez moi, ça a été de me dire, est-ce que j'en ferais pas un sujet ? Je travaillais à la télé à ce moment-là et je me dis ça ferait un bon reportage, peut-être même un doc assez long pour comprendre qu'est-ce que c'est que ces boissons parce que en cherchant un peu sur internet je me rends compte qu'il existe du gin mais qu'il existe aussi du rhum, qu'il existe du vin, qu'il existe les bières qu'on connaissait déjà, mais je me rends compte qu'il existe tout plein de boissons. Le problème que c'est un mouvement, donc finalement voilà. Mais qui est pas installé en France. Aux États-Unis, on trouve des boutiques, on trouve des chaînes de boutiques. En Angleterre, on trouve déjà un boutique bar sans alcool. En Irlande, il y a un bar sans alcool. Bon, après, à Abu Dhabi, tout ça, il y a aussi des bars sans alcool. Et je me dis, c'est fou. À Paris, j'arrive même pas à racheter la même bouteille que mes amis. Parce qu'il n'y a pas de lieu dédié à ça. Et du coup, c'est de là que vient l'idée. Je me dis, mais moi, j'ai vraiment apprécié. Je pense vraiment être la cible pour ce type de produit. Là, j'arrive pas à les acheter. En fait, pourquoi il n'existe pas d'endroit où on peut boire ça ? Et je me rends compte très rapidement quand je demande chez des cavistes ou quand je demande dans des bars s'ils ont cette proposition que déjà on me rit au nez et personne ne sait que ça existe ou comprend vraiment l'intérêt de ces boissons. Souvent, on me dit mais pourquoi faire ? Et donc ça montre aussi un peu un état de la société française où on a tellement normalisé le fait de boire de l'alcool culturellement. Oui, culturellement. Que du coup, quand tu demandes quelque chose de qualitatif sans alcool, on te dit mais il y a des softs. Quand tu essayes de faire comprendre que non, en fait, c'est pas ça que je veux boire. J'ai envie de boire un bon cocktail sans alcool qui soit pas juste un mélange de jus de fruits et de grenadine, quoi. J'ai envie de boire quelque chose d'un peu sophistiqué. Et en fait, il n'y a pas d'endroit, quoi. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de proposition. Et à chaque fois, on te renvoie un peu à... soit on a ce qu'il faut, soit c'est pas... S'il n'y a pas d'alcool, ça sert à rien, quoi. Il n'y a pas d'intérêt. Donc, beaucoup de travail à ce moment-là. Donc, vous investiguez. Oui. Voilà. Et vous dites, je vais en faire peut-être un business, d'une certaine façon. Bah oui, parce que quand j'investigue, et alors quand on est journaliste et qu'on veut vendre un documentaire, on doit écrire notre documentaire. On doit écrire les endroits où on va aller tourner. Et en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas de lieu où filmer des consommateurs de sans-alcool. Et je me dis, c'est fou. C'est fou qu'à Paris, où il y a plein de concepts à chaque rue, il n'y ait pas un endroit où je peux trouver des gens qui consomment un bon cocktail sans alcool. Et c'est comme ça que me vient l'idée d'ouvrir Déjà Bu. D'accord. Bien. Alors, vous racontez un petit peu, parce que c'est une expérience entrepreneuriale.
Ah bah oui, je change complètement de vie là. Ouais, c'est pas du jour au lendemain que... Non. En fait, l'enquête journalistique, elle dure à peu près 6 mois. Et en fait, elle se transforme en business plan qui se transforme effectivement en opportunité de business, parce que je me rends compte qu'il y a de la place pour ça, qu'il y a des gens qui demandent, qui sont très demandeurs. Alors évidemment, au début, je pensais que ce serait la communauté, que ce serait les personnes qui me ressemblent, qui aiment bien manger et qui aimeraient mieux boire, parce que, encore une fois, le soda et l'eau pétillante, c'est pas un choix. Et en fait, donc je me dis oui, il y a quelque chose à faire, je suis sûre que ça va marcher. Il y a les femmes enceintes, quand elles sont enceintes, elles ne peuvent pas consommer d'alcool. Enfin voilà, au début, on se dit que ça va se tourner autour de ça. Et puis au final, quand j'ouvre, je me rends compte que c'est beaucoup plus vaste, que tout le monde peut être intéressé par le sans-alcool pour une raison différente, et qu'il y a une vraie progression entre février 2023 et aujourd'hui. Je me rends compte que c'était la bonne chose à faire que d'ouvrir une boutique. Alors on parle de mouvement aujourd'hui. Ouais, on parle du mouvement du NOLO. Oui, du NOLO. Alors, on parle de mouvement parce que la consommation de vin, notamment, baisse partout en Europe et dans le monde. Ouais. Même dans certains pays, c'est à 2 chiffres, hein, donc une vraie baisse de la consommation. Et que d'un autre côté, les propositions sans alcool, elles, sont en progression. Et elles sont surtout qualitatives. C'est ce qui fait la différence. Alors, on consomme moins d'alcool, mais parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, on mange mieux, on consomme aussi moins de viande, on fait attention à notre santé. Le vrai marqueur, le vrai tournant, ça a été le Covid. C'est à ce moment-là que la plupart des boissons sans alcool, comme on les connaît aujourd'hui, sont nées. Oui, mais regardez, il y a des mouvements, il y a des pubs, il y a des émissions, mangeons mieux. Oui. Vous entendez beaucoup des émissions sur buvons mieux? En France, c'est encore difficile, mais je pense que ça va arriver. Il y a mangeons mieux de la viande, mais buvons mieux, moi j'entends pas. Hein. Eh ben, je vais la lancer si vous voulez, l'émission Buvons mieux. Non, pour vraiment. Enfin, buvons mieux et sans alcool, ça pour l'instant, j'entends pas. Hein. Pourtant, c'est vraiment la clientèle cible de ces produits. Aujourd'hui, 80% de ma clientèle, c'est des personnes qui consomment de l'alcool et qui veulent boire moins et mieux. Donc, il y a un vrai tournant. La consommation d'alcool, elle baisse dans le monde parce que les gens font attention, parce qu'on se rend compte aussi que pendant des années, on a un peu dit n'importe quoi sur le French Paradox, le fait que boire un verre de vin rouge par jour, ça aiderait à améliorer. C'est bon pour le cœur. Voilà. Serait bon pour la santé. Non, aujourd'hui, l'OMS dit qu'il n'y a pas de consommation d'alcool qui serait bénéfique pour le corps. Un verre, en fait, ça demande beaucoup d'énergie à son corps et ça crée une dépendance aussi. Il y a des personnes qui entrent dans ma boutique aujourd'hui et qui me disent « Moi, je suis obligée de boire un verre par jour. Je n'arrive pas à ne pas boire mon petit verre en rentrant du travail. » Donc, c'est des habitudes qui sont ancrées pour certains. Et donc, c'est dans ce sens-là de boire mieux, boire différemment. Boire, il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème avec l'alcool. Ceux qui veulent boire de l'alcool, buvez de l'alcool. C'est OK. Par contre, boire quelque chose de sain quand on n'a pas envie de boire de l'alcool, ça, c'est important. C'est important parce que, encore une fois, je tiens vraiment à alerter les gens. Quand vous buvez un Coca, quand vous buvez un Oasis ou un Schweppes, regardez l'étiquette et vous verrez. Une canette de Coca, c'est 35 grammes de sucre. 35 grammes de sucre, c'est plus que ce qui est recommandé pour un adulte. Donc, pour une journée, en fait, par jour, on est censé consommer 30 grammes de sucre. Avec une canette, on en consomme déjà 35 grammes. C'est énorme. Donc, en fait, boire mieux, c'est le cas pour tout le monde. Alors, vous parlez du sucre, c'est un bon sujet parce qu'on a beaucoup accusé ces boissons sans alcool d'être trop sucrées. Alors, on en reparlera tout à l'heure. On parle d'un mouvement aujourd'hui, le sans alcool, avec mon invité Sarah Missaoui. Je rappelle que vous avez fondé Déjà Bu, cave et bar sans alcool à Paris. Vous êtes pionnière et vous publiez Sans alcool, l'art de trinquer autrement chez Marabout. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours un problème en France avec ceux qui ne boivent pas d'alcool? C'est-à-dire que par exemple, si vous faites un pot d'entreprise, voilà, et que vous refusez la petite coupe de champagne que gentiment on vous propose, alors là on vous regarde avec un air suspicieux en disant pourquoi t'es malade, t'as un problème avec l'alcool? C'est un vrai sujet. Hein. Ouais, mais c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le droit de ne pas boire en fait. Ou alors en tout cas c'est suspect de quelque chose. Ouais. On a tellement normalisé le fait de boire de l'alcool que quand on n'en boit pas, il faut forcément qu'il y ait une raison derrière. Il faut justifier. Il faut toujours se justifier. Voilà. C'est ça, faut justifier. Et c'est marrant parce qu'à la boutique, aujourd'hui, les gens se justifient beaucoup quand ils viennent. Ils me donnent la raison de leur venue. Mais en fait, moi, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Vous voulez venir acheter une bouteille, soyez les bienvenus. Mais il y a toujours cette petite justification. Et je pense que c'est un vrai problème culturel qu'on a aujourd'hui. Il y a une pression sociale qui est folle là-dessus. C'est-à-dire que faites,
ça rime, ou événement à fêter, ça rimerait avec retrouvailles, petit verre. C'est alcool. Pot de départ, c'est alcool. En entreprise, c'est un vrai sujet. Alors aujourd'hui, les grands groupes limitent ou interdisent la consommation d'alcool sur site parce qu'en fait, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes à la sortie quand il y en a qui ont un peu abusé de l'open bar. Ça, c'est dans les rêves. Hein. Moi, je travaille avec, alors je ne vais pas les citer ici, mais je travaille vraiment avec des... Ouais, et puis d'autres très grands groupes aujourd'hui, que ce soit dans le milieu automobile ou énergie, ils veulent plus d'alcool sur site. Donc, ils font appel à nous parce que ce qu'on apporte aujourd'hui avec ces boissons sans alcool, c'est de la convivialité, un bon verre. On reprend un peu les codes de l'alcool. Donc, quand on voit une bouteille de pétillant sans alcool, on a l'impression que c'est du champagne. Quand on le verse dans un verre, on a l'impression que c'est du champagne. Juste, il n'y a pas d'alcool. Mais ça permet de garder cette convivialité. Mais c'est vrai que la pression sociale, elle est folle, qu'on n'accepte pas et on n'admet pas de ne pas boire parce que ce serait un peu refuser une partie de l'identité française. On a vraiment lié... Donc pas faire partie du groupe, finalement. Exactement. Se mettre en marge du groupe. C'est un peu... t'es le mauvais élève, le vilain petit canard si tu bois pas d'alcool, et à chaque fois il y a une ou alors t'es musulman ou oh là là. Si ça se trouve c'est ça. Mais honnêtement c'est très marrant parce que j'imaginais pas moi non plus avant d'ouvrir la boutique. Évidemment je pensais à la communauté, mais j'imaginais pas le nombre de personnes par exemple qui sont allergiques à l'alcool. C'est un vrai sujet. Il y a des personnes qui n'ont pas l'enzyme pour digérer l'alcool. Donc elles ne boivent, c'est pas pour conviction, c'est parce qu'en fait ça les rend malades. Et pareil, elles doivent en permanence se justifier de je bois pas, et on les croit pas quand on dit. Oui, non, il y a forcément une autre raison. Oui, ça peut pas être ça. Ça peut pas être médical, ça peut pas. Il faut toujours admettre, alors qu'on n'a pas ce problème avec la cigarette. On va pas te dire ah tu fumes pas. Ah, t'es sûr que tu vas pas fumer juste une petite clope? Allez, sois sympa. Quoique, ceux qui s'arrêtent de fumer, quand même, s'ils sont quand même titillés, on leur dit allez, une petite. Oui, mais si tu fumes pas du tout, c'est ok. Avec l'alcool, il y a toujours ce problème, et encore aujourd'hui. Alors la chance qu'on a, c'est que la jeune génération, peu importe son origine ou ses convictions religieuses, consomme moins d'alcool. Et ils n'ont aucun problème pour s'affirmer et dire non, mais moi je bois pas. Alors la nouvelle génération, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est soit le binge drinking. Ah oui, mais ceux qui consomment pas d'alcool. C'est-à-dire qu'il y en a plus qui consomment pas, mais ceux qui consomment, ils consomment rapidement avec des effets. Ils consomment pour tous les autres. Ah ouais, eux, ils se mettent cartable. Mais ceux qui consomment pas, ils sont très affirmés. Non, je consomme pas d'alcool, j'aime pas ça, ça m'intéresse pas. Et en fait, ils vont pas aller plus loin ils vont être hyper secs et ils vont pas aller plus loin dans la justification. Juste, c'est non. Et moi, j'en vois beaucoup à la boutique. Je vois même des parents qui me disent oui, je suis embêtée, mon enfant, il veut pas boire d'alcool. Du coup, quand on est à table, il boit de l'eau. Qu'est-ce que je pourrais lui proposer de chez vous pour qu'il ait un truc sympa à boire, quoi. Donc, même dans certaines familles, ça crée un peu pas des tensions, mais en tout cas des sujets de débat, quoi. Parce qu'encore une fois, on associe la fête ou les retrouvailles, la convivialité, un rituel à l'alcool. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le no-low? Le no-low, c'est le no alcohol, low alcohol, donc sans alcool ou faiblement alcoolisé, et c'est un peu la base du mouvement du sans alcool. C'est né en Angleterre avec aussi cette idée de on abuse de l'alcool pendant les fêtes. On a une bonne descente, et puis alors après, comment on fait? Du coup, les Anglais, c'est eux qui ont inventé le Dry January. Justement. Ouais, tout est venu là-bas, le mois sans alcool en janvier, qui est très très suivi outre-Atlantique, il est de plus en plus en France. Donc ça, c'est génial. Mais c'est vrai que les pays anglo-saxons, Grande-Bretagne, les États-Unis, un peu la Scandinavie, ils étaient très en avance sur ces sujets-là parce qu'ils consomment beaucoup d'alcool à certaines périodes de l'année. Et donc c'est là-bas qu'est né le mouvement du no-low, donc no alcool, low alcool, donc sans alcool ou faiblement alcoolisé. Alors, vous nous expliquez la différence, parce que pour moi, c'est pas la même chose, et je vous en parlais hors antenne. Pas d'alcool ou faiblement alcoolisé, c'est pas la même chose. Et notamment pour ceux qui ne boivent pas pour des raisons religieuses, c'est pas vraiment la même chose. Non, c'est pas la même chose. Le no alcool, comme nous on l'entend, et c'est le cas chez Déjà Bu, c'est sans alcool. Après, donc ça veut dire sur l'étiquette, il y a 0,0. Il faut toujours regarder le dos de l'étiquette, c'est-à-dire que en France et en Europe, la loi nous autorise à mettre sans alcool sur la face avant de l'étiquette, mais il faut regarder à l'arrière le degré d'alcool restant. On a le droit de mettre sans alcool devant si on a moins de 0,5%. Il y a différentes possibilités, on explique bien tout ça dans le livre. Vous pouvez trouver 0,
moins de 0,5 ou 0,0. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a vraiment plus du tout d'alcool. On a même des bouteilles qui ont une certification halal. Elles sont vendues en Arabie Saoudite, dans les Émirats, tout ça. Donc du coup, elles passent en laboratoire dans différents pays pour certifier qu'il n'y a plus d'alcool. Et puis l'alcool, c'est pas de traces de... Pas de traces d'alcool. D'accord. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que y a des traces d'alcool dans plein d'aliments du quotidien, et c'est pas cet alcool qui va... c'est-à-dire que s'il y a 0,2 d'alcool dans un kombucha, par exemple, qui fermente naturellement, vous n'allez pas finir ivre pour ça. Y a des aliments du quotidien qu'on consomme, comme le lait fermenté, comme des bananes ou des fruits un peu trop mûrs, qui contiennent un petit peu d'alcool et on ne le ressent pas. Notre corps ne le ressent pas. Après, quand on parle de low alcool, faiblement alcoolisé, c'est tout ce qui va être au-dessus de 0,5%. Et là, on peut aller jusqu'à parfois 5 degrés d'alcool, mais c'est toujours affiché sur l'avant de l'étiquette. On n'a pas le droit de mettre sans alcool dans ces cas-là. D'accord. Alors, si on prend le cas... alors, la Star, c'est la bière sans alcool. Ouais. Donc là, c'est 0 alcool. Pareil, ça va dépendre... Parce que la bière, elle est désalcoolisée. Hein. Elle peut être désalcoolisée. C'est pas une bière qu'on fait sans alcool. Si, on peut. Il y a 2 techniques. Alors, les grands groupes qu'on connaît et qu'on retrouve en supermarché, les géants de l'industrie qu'on retrouve en supermarché, ils désalcoolisent leur bière. Pareil, vous regardez au dos de l'étiquette, maintenant, ils sont tous passés à 0,0 parce que justement, il y avait eu un peu des soupçons il reste un peu d'alcool. Donc, ils sont tous passés à 0,0. Vraiment, les bouteilles, elles passent en laboratoire. Moi, je demande souvent les certificats pour ma boutique, donc j'ai déjà bu, pour certifier qu'il n'y a vraiment plus d'alcool. Ensuite, il y a des brasseurs artisanaux, des petites brasseries qui brassent sans alcool grâce à des levures qui vont empêcher la fermentation, qui vont empêcher la fabrication d'alcool. Donc là, le houblon produit est pensé dès le départ pour être sans alcool et pas l'inverse. Exactement. Ouais. Donc ça, on en retrouve de plus en plus sur le marché. Il y a là aussi entre 0,0 et 0,3. Il faut toujours regarder au dos de la bouteille. Pour le vin alors, maintenant. Le vin, c'est la même chose, sauf qu'on ne peut pas appeler ça du vin quand il n'y a jamais eu d'alcoolisation. Donc, 2 techniques. Soit on fabrique un vin. Donc le raisin est vinifié de façon traditionnelle, c'est fait par des vignerons qui font du vin et ensuite qui font déjà du vin, qui font du vin et qui vendent du vin alcoolisé, sauf qu'ils vont prendre une partie de leur vin et qui vont l'envoyer en désalcoolisation. La désalcoolisation, ça consiste à mettre le vin dans des cuves sous vide et sous pression. On va chauffer à basse température pour que l'alcool s'évapore. On récupère un vin désalcoolisé. Ce vin, il est à 0,0. Ensuite, on va rajouter des arômes, on va rajouter un peu de mou de raisin pour le rééquilibrer. Ça, ça s'appelle vraiment... un peu de sucre ou des... le mou concentré de raisin, c'est un peu sucré. Parce que voilà... Globalement, le vin final, le vin désalcoolisé, il est moins sucré, moins calorique qu'un vin alcoolisé. Okay ? Parce que l'alcool, c'est calorique. Ça, les consommateurs d'alcool l'oublient un peu. Mais du coup, dans une bouteille de vin, on a à peu près entre 2 et 3 grammes de sucre pour 100 millilitres. Et c'est que les sucres naturels du raisin, du coup. Parce que le mou de raisin, c'est du raisin. L'autre technique... c'est de faire un assemblage de jus de raisin, d'infusion, de pépins de raisin, de verjus, en fait différentes composantes du raisin qu'on va assembler ensemble. Là, on n'a pas le droit d'appeler ça du vin. C'est une boisson à base de raisin. Souvent, on joue sur les codes en mettant ça dans des bouteilles qui ressemblent à des bouteilles de vin. En verre, avec le bouchon. Voilà, mais on n'a pas le droit d'appeler ça du vin. Quel est l'intérêt gustatif ? Est-ce qu'on retrouve les arômes, les cépages, parce qu'on parle beaucoup de cépages dans dans ces cas-là. On retrouve les arômes, les cépages. En fait, il y a 2 intérêts. Il y a déjà juste la découverte de ces boissons. C'est un truc tout bête, mais quand on boit pas d'alcool, on ne sait pas ce que c'est que l'expérience d'un accord. Un accord mais boisson. Quand on va au restaurant, on peut accorder un plat avec un vin. Ce qui est souvent fait grâce au sommelier et au chef du restaurant. Quand on ne boit pas d'alcool, on n'accorde jamais son plat avec une boisson. Aujourd'hui, il y a des expériences qui existent comme ça, où on accorde son plat avec un vin sans alcool, avec une bière sans alcool, avec une boisson sans alcool. Et je vous promets que quand on l'a jamais vécu et qu'on est épicurien et qu'on aime bien manger, franchement, ça change tout. C'est une superbe expérience de se dire, en fait, ce que je bois vient s'ajouter à ce que je mange et ça crée quelque chose dans ma bouche.
quand on est vraiment attaché à la gastronomie, c'est exceptionnel. Donc, il y a déjà cet intérêt-là. L'intérêt aussi de découvrir des nouvelles boissons. Donc, effectivement, on ressent les cépages. Quand on boit que du sans-alcool classique, genre soft jus de fruits, notre palais, il est habitué à peu de goût. Il connaît le sucre, il connaît le salé parce qu'on mange salé, il peut connaître l'épicé parce qu'on mange des plats épicés, il connaît pas l'amertume, il connaît pas les tanins. Et en fait, grâce à ces boissons, on apprend à travailler son palais. Donc dans le vin sans alcool, on retrouve les tanins, On retrouve les tanins, les aspérités de chaque cépage. Je sais pas, quand sur un Sauvignon, on va retrouver un peu d'acidité. Un Riesling, en ce moment, c'est la raclette. J'ai plein de clients qui viennent et qui me disent, on fait une raclette, qu'est-ce qu'on peut boire avec la raclette ? Ben voilà, ça c'est des expériences qu'on pouvait pas s'offrir avant. Qu'est-ce qu'on boit avec la raclette ? Nous, on propose un très bon Riesling qui marche bien. Il vient pas d'Alsace, mais il vient d'Allemagne et c'est assez cool. Ou alors, on a un vin, un Merlot Grenache assez léger qui fonctionne plutôt bien. Donc voilà, ça permet de vivre ces expériences-là et on retrouve, nous, on fait des ateliers dégustation et on voit la différence entre les différents vins et travailler son palais comme ça différemment. C'est aussi une expérience qu'on connaît pas quand on boit que du soda, quoi. Dans votre livre, vous donnez la parole à des sommeliers qui ne sont pas formés souvent sur les vins sans alcool. De plus en plus, ils s'y intéressent et c'est fou de se dire ça. Comme la vie change, l'évolution de la société aussi. Aujourd'hui, des sommeliers qui à la base sont formés au vin, surtout en France, et au champagne, s'ouvrent à ces possibilités. Et même eux l'avouent, ça ouvre aussi à plus de créativité. Parce qu'aujourd'hui, quand on va dans un très bel établissement étoilé, on fabrique ces boissons, on fait des infusions de plantes, on cuisine à base, je sais pas, la dernière fois j'ai bu une infusion de choux, ça a l'air fou comme ça, avec du fenouil, mais qui allait super bien avec un plat. Donc en fait aujourd'hui le sommelier, il est ouvert. On vous l'a vendu comment ? C'était quoi ? On vous a vendu une infusion, on vous a vendu En fait, c'était une boisson en accord. Oui. Donc voilà, j'ai demandé ce qu'il y avait. En fait, ils appelaient ça l'accord sans alcool, je pense. Ça allait pas plus loin, mais voilà. J'étais dans un restaurant 2 étoiles. J'ai eu 8 plats, j'ai eu 8 verres qui accompagnaient mes plats, et à chaque fois, il y a une histoire. Et le fait que le sommelier aujourd'hui s'attarde sur ce type d'expérience, je trouve ça génial. Ne pas boire d'alcool, c'est un choix qui mérite le respect. En tout cas, c'est ce qu'écrit Sarah Missaoui, mon invitée dans son livre, Le guide du sans-alcool, aux éditions Marabout. L'art de trinquer autrement. On a le droit de ne pas boire d'alcool, voilà, et de ne pas être jugé pour ça. Ce serait bien que tout le monde comprenne que il n'y a pas d'obligation à boire d'alcool, ça fait pas de nous des meilleures personnes ou des personnes inférieures, loin de là, et qu'on mérite tous de boire des bonnes choses. Ce qui a lancé la mode mondialement, c'est la mode des spiritueux et des mocktails. Alors, vous aimez pas l'expression mocktail, pourquoi ? J'aime pas. Parce que le mocktail aujourd'hui pour tous c'est une espèce de mélange de jus de fruits ou c'est un Virgin Mojito. Aujourd'hui. Le fameux Virgin Mojito. Je sais pas. Si, le Virgin Mojito, ça a été longtemps l'alternative. Ouais, mais en fait, quand on regarde qu'est-ce que c'est qu'un Virgin Mojito, c'est de la glace pilée, du Sprite ou de l'eau pétillante, du sucre, du citron et de la menthe. 12 €. Voilà. On nous a enlevé quelque chose. Allez, 10. Je vous le fais à 10, mais en général, il n'y a pas d'alcool, mais c'est plus cher. Voilà. On nous a retiré juste un ingrédient et on nous le vend le même prix, voire plus cher. Aujourd'hui, grâce à tous ces spiritueux sans alcool, en fait, on pourrait rajouter une dose de rhum sans alcool dans le mojito. Spiritueux, pour tout le monde, qu'est-ce que c'est ? Spiritueux, c'est une base de cocktail, donc ça peut être l'équivalent d'un gin, d'un rhum, d'un whisky, d'un limoncello, d'un amaretto, de la tequila, sans alcool. Souvent, c'est sans sucre aussi, donc ça a ce double avantage qui séduit vraiment beaucoup nos clients, parce que quand on pense mocktail aussi, on pense à quelque chose de très sucré. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut éviter. Donc moi, je préfère parler de cocktail sans alcool, parce qu'on utilise les mêmes produits que pour un cocktail classique, à la seule différence que c'est sans alcool.
Comment on fait du rhum sans alcool, par exemple ? Il y a 2 techniques là aussi. Soit on désalcoolise un rhum, donc on extrait l'alcool du rhum. Aujourd'hui, on a un très bon rhum en France, une très belle marque qui fait ça. En plus, l'alcool est revalorisé dans des usines de parfums, donc vraiment c'est hyper vertueux, c'est très bon et ça fait vraiment, on retrouve tous les arômes du rhum, donc ça fait vraiment le job. Et sinon, après, Ça coûte combien ? Ça coûte 29 € les 50 centilitres, 500 millilitres. Donc ça a un coût, mais c'est qu'il faut imaginer quand même que la marque de base achète du rhum alcoolisé et ensuite elle ajoute une étape de désalcoolisation. Et après la désalcoolisation, c'est un peu retravaillé. Donc ça demande quand même beaucoup de travail aujourd'hui. Et puis ces produits sont pas beaucoup disponibles, donc ils sont produits en petite quantité, donc ça a un coût. J'espère que dans les années à venir, ce coût baissera. Après, l'autre technique, sinon, c'est de faire des assemblages d'hydrolats, d'infusions, de macération, de plantes, de fruits, d'épices pour recréer le goût du rhum. Donc, on a des produits qui n'ont jamais été alcoolisés et qui vont rappeler les arômes du rhum, de la vanille, du cacao, de la canne à sucre, puisque c'est quand même l'ingrédient principal du rhum. Et grâce à ce type de produit, on pourrait faire un mojito sans alcool. La tequila ? La tequila, ça ne se désalcoolise pas, à ma connaissance, encore aujourd'hui. Par contre, on la recrée grâce à l'agave bleue, l'ingrédient principal. Pareil, ça marche très bien. On retrouve le petit côté fumé qu'on peut retrouver sur certaines tequilas. Mais là, c'est un assemblage d'arômes. Donc aujourd'hui, on pourrait recréer quasiment tous les cocktails qui existent sans alcool. Exactement. On peut faire de la margarita, par exemple. Avec la tequila, on peut refaire un spritz, qu'on en vend beaucoup. Beaucoup. Bah oui, parce que c'est la couleur, j'imagine. Bah oui, ça intrigue. C'est-à-dire que quand tu bois pas d'alcool, tu vois ce verre sur toutes les terrasses. Donc souvent, les gens viennent et ils me disent je voudrais ce cocktail là, orange. Voilà, on voit c'est partout. Ça. Bon, Donc le spritz, et puis en plus, ça marche très bien sans alcool. Nous, on a beaucoup de buveurs de spritz alcoolisés qui viennent nous acheter nos bases de spritz parce que elles sont moins sucrées et plus naturelles que la marque courante qu'on trouve partout. Donc le spritz, ça marche très bien. On fait aussi, des whisky sour avec un whisky sans alcool. En Écosse, on fait du whisky sour. Un whisky sour, c'est un cocktail à base de whisky avec un peu de citron vert et on ajoute un émulsifiant. Alors ça peut être du blanc d'œuf. Nous, on utilise un émulsifiant vegan qui puisse convenir à tout le monde. Et du coup, ça crée une petite mousse. On a la recette dans le livre, il y a le whisky sour. C'est un cocktail très sympa où on ressent bien, pareil, le goût du whisky. Donc on recrée tous les classiques en version sans alcool. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on peut tout faire sans alcool. Exactement, on peut quasiment tout faire sans alcool. La vodka, ça marche pas très bien. Donc pour l'instant, on ne propose pas la vodka, mais on peut retrouver quasiment tous les alcools forts en version sans alcool pour créer des cocktails. Bien. Est-ce que vous êtes présente à l'Assemblée nationale ? Non, malheureusement. Pourquoi vous êtes pour qu'on interdise la vente d'alcool à la buvette de l'Assemblée nationale ? Moi, je trouve que c'est une aberration. Je pensais pas qu'on allait parler politique, allons-y. Je voulais pas parler de politique. Mais c'est vrai que c'est un haut lieu du picolage. Mais vous savez que la loi Evin interdit la consommation d'alcool sur son lieu de travail. Okay, donc à l'Assemblée nationale, qui est quand même le lieu où on vote les lois qui ont un impact sur notre vie au quotidien, les députés ont le droit d'acheter de l'alcool à la buvette. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'ils se font rembourser l'achat de ces verres avec notre argent. Ils font des notes de frais, des verres d'alcool qu'ils achètent à la buvette. C'est quand même un non-sens absolu. Je suis désolée, mais je ne conçois pas déjà qu'ils puissent consommer de l'alcool quand ils votent des lois qui vont avoir un impact. Votent le budget de la sécurité sociale, franchement. On oublie aussi qu'il y a plus de 42 000 personnes qui meurent tous les ans à cause de l'alcool. Et on ne compte pas tous les dommages qu'il y a autour, c'est-à-dire toutes les personnes, moi j'en ai beaucoup qui viennent à la boutique, qui ont le foie gras, donc qui sont à 2 doigts de la cirrhose du foie, donc ça aussi ça a un impact et ça a un coût pour la sécurité sociale. On oublie aussi qu'un quart des accidents de la route, ils sont causés par l'alcool et la consommation de drogue, encore aujourd'hui, alors que l'alcool est interdit au volant, on va pas rappeler ça. On oublie qu'il y a plein de familles qui sont impactées par ces problèmes-là et qui en souffrent au quotidien, donc que nos représentants
malheureusement nos élus consomment de l'alcool sur leur lieu de travail, je trouve ça vraiment affligeant. Enfin voilà, c'est mon avis personnel, mais ok, la culture française, les vignobles, les vignerons, je vais les rencontrer tous les ans, je participe aux vendanges pour être au plus proche et comprendre en fait comment ils travaillent, quelles sont leurs difficultés. Et on les accompagne aussi dans leur transformation et le fait qu'ils passent une partie de leur production en sans alcool. Donc on est là pour les soutenir, ça fait partie du patrimoine, il n'y a pas de problème, mais il y a un temps pour tout et je ne pense pas que l'alcool au travail soit une bonne chose. Parce qu'on sait qu'il y a des lobbies. Il y a le lobby du vin, il y a le lobby de l'alcool, mais eux aussi ils ont réagi, donc ils réagissent à ces mouvements justement de baisse de consommation. Ils sont pas très contents, mais en même temps c'est l'évolution de la société. Il faut bien comprendre qu'on n'est plus en 1960, que la société évolue, qu'on fait partie du paysage, que les personnes se sentent plus obligées de consommer de l'alcool à tout va, et qu'il faut trouver d'autres solutions et d'autres approches aussi. Je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont pas compris que la société française évolue, qu'on a d'autres besoins, qu'on a d'autres envies. Moi, je travaille avec des vignerons qui ont décidé de transformer leurs raisins différemment. C'est-à-dire qu'ils ne font pas du vin pour le désalcooliser. Ils ont juste créé des boissons parce qu'ils ont des raisins qui sont très, très bons. Je vous invite, si vous avez l'occasion, si vous n'êtes pas loin d'un vignoble, vous arrêtez et allez goûter le raisin. Oui, le raisin est incroyable et on arrive à en faire des boissons à base de raisins qui n'ont jamais été vinifiés, donc il n'y a jamais eu d'alcoolisation et ça donne des produits incroyables. Donc il faut qu'eux aussi dépoussièrent leur milieu et arrivent à se réinventer et à s'adapter à la société telle qu'elle est aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que le sans-alcool, c'est un mouvement de mode ? On se donne rendez-vous et que ça va passer finalement. Mais vous savez, quand j'ai ouvert, les gens passaient devant Déjà Bu et se moquaient de moi et ils me disaient tu vas pas tenir 6 mois. Vraiment, on me disait ça et c'était hyper violent. C'était hyper violent parce qu'en fait je me dis ok, j'ai ouvert ma boutique, ça t'intéresse pas, c'est ok, mais en fait pourquoi est-ce que tu te sens obligé de m'attaquer et de me dire que dans 6 mois ça tiendra pas? On m'a traité d'islamo-gauchiste, on m'a traité de plein de choses quand j'ai ouvert et franchement c'était dur. C'était très dur. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on l'a dit, et les chiffres le prouvent, la consommation d'alcool en France, elle baisse. Mais les gens ont envie de consommer. Ils ont pas envie. Ils ont un pouvoir d'achat. Et c'est ça. Ils ont envie de bien boire. Ils sont ouverts à la dépense. Nous, on le voit chez Déjà Bu, le panier moyen sur de la boisson, il est autour de 35 €. Donc c'est quand même assez important. Ils ont le pouvoir d'achat pour consommer. C'est juste qu'ils ont envie de consommer différemment. Nous, on est là pour leur proposer ça. Donc, c'est pas une mode. Je pense vraiment que c'est comme les plats végétariens au resto. Bientôt, il y aura des boissons sans alcool partout et ça deviendra normal. Qu'est-ce que vous vendez le plus ? La bière et le vin. Oui, qui sont les deux stars. Ouais, bon. La bière parce que ça coûte pas très cher, c'est entre 3 et 4 € et c'est quelque chose qu'on consomme facilement au quotidien. En tout cas, les consommateurs de bière peuvent en boire tous les jours. Et donc justement, il n'y a plus cette modération ou cette inquiétude au fait de boire une bière. Et après, le vin, c'est ce qui intrigue le plus. Autant les amateurs d'alcool que ceux qui n'ont jamais bu, parce qu'encore une fois, on a un peu, pas ce fantasme, mais cette idée-là de... ok, ils sont tout le temps en train de boire un vin rouge quand ils mangent leur viande, pourquoi ? Et du coup, on a beaucoup de personnes qui n'ont jamais bu d'alcool, mais qui viennent acheter du vin pour essayer et se rendre compte de ce que c'est. Mais les gens ont l'esprit de cave sans alcool ou finalement, voilà, ils goûtent, mais voilà, il n'y a pas cette envie de finalement collectionner ou de garder. Ça se garde pas comme un vin traditionnel. Il n'y a pas de millésime en fait. Non. Et puis en plus, c'est pas des vins de garde, ça reste des produits de grande consommation. Nous, on n'est même pas considéré comme une cave, on est considéré comme une épicerie fine. Pour vous dire, ce qu'on vend aujourd'hui, c'est l'équivalent de jus de fruits sur le papier légalement. Donc c'est pas des produits qui vont se consommer très longtemps. Par contre, ce qu'on a vu dans l'évolution des mentalités, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui viennent et qui nous disent voilà, j'ai un dîner, je sais qu'il y a des personnes qui vont pas consommer d'alcool, j'ai envie d'avoir aussi pour eux une bouteille sympa. On a vu aussi sur les mariages, il y a de plus en plus de mariages mixtes. Les personnes veulent venir et disent voilà, pour notre mariage, il y a toute une partie des invités qui ne va pas consommer d'alcool, mais on a envie qu'ils trinquent avec nous, on a envie qu'ils aient quelque chose de sympa à boire. Donc en fait, ça évolue tout doucement vers ça. Et donc le vin, les vins pétillants, la bière, ça reste les produits phares aujourd'hui. Et pour les fêtes de fin d'année, qui arrivent, et pour ceux qui font les fêtes de fin d'année, évidemment. Qu'est-ce que les gens consomment ? Les vins pétillants.
Les vins pétillants, c'est vraiment la star, donc c'est l'équivalent de champagne entre guillemets sans alcool. On n'a pas trop le droit de dire ce mot, mais voilà. Donc tout ce qui a des bulles, ça a déjà commencé d'ailleurs. Tout le monde veut sa petite bouteille pour pouvoir trinquer autrement, comme on l'explique dans le livre, trinquer avec quelque chose d'agréable, de sophistiqué, de raffiné, parce qu'encore une fois, on n'a pas envie de trinquer avec de l'eau pétillante. Bien, et la suite est dans votre livre, Sarah Missaoui, donc Sans alcool. C'est le guide, l'art de trinquer autrement, chez Marabout. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la captation de cette émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis rendez-vous chez Déjà Bu. J'espère que vous viendrez tenter l'expérience. Vous êtes Paris 11, vous êtes 4 rue Popincourt. Voilà. Donc vous pourrez donc découvrir, peut-être même goûter. Ouais. Avec plaisir, on fait souvent des dégustations gratuites d'ailleurs, donc j'invite vraiment tout le monde à regarder sur notre site les dates des prochaines dégustations. C'est des moments où vous pouvez rencontrer les fabricants, ils vous expliquent comment c'est fait, ils vous expliquent aussi comment on a retiré l'alcool ou comment on a créé sans alcoolisation, donc vraiment n'hésitez pas.